Ben quoi? C'est le top 10! Faut faire quelque chose de spécial pour l'occasion. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon bonheur, mon plaisir de terminer, de conclure avec vous ce segment qu'est mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète. Aujourd'hui, je me suis habillé de façon particulière. Oui, pour l'occasion, mais la vraie raison en réalité, c'est que je suis jaloux de Simon du Passe-Temps qui est toujours habillé comme ça dans toutes ses vidéos. C'est vrai, Simon, il est toujours bien habillé. Alors moi aussi, je voulais bien m'habiller, je voulais trouver un prétexte, là. C'est la seule raison entre vous et moi pour laquelle j'ai décidé de faire mon top 100. C'était pour avoir un prétexte pour pouvoir m'habiller propre un peu. Alors aujourd'hui, pour l'occasion, je me suis bien habillé et on s'attaque aux 10 meilleurs jeux, selon moi, sur la planète, ceux qui me procurent le plus de plaisir, ceux qui me satisfont le plus. Et c'est mon devoir de souligner qu'en réalité, cette initiative vient de notre campagne Patreon, une plateforme où les gens nous ont encouragés de façon financière dans la dernière année. Et après avoir atteint un certain seuil, eh bien, on a débloqué 3 top 100, celui de Vince, de Sylvain, et c'est moi qui conclue l'année 2021 / débute l'année 2022 avec la dernière partie de mon top 100. Alors aujourd'hui, on s'attaque à 10 jeux dont j'ai très hâte de vous parler et on commence ça maintenant. En position numéro 10, on retrouve Brass Lancashire. Alors un jeu qui initialement a été créé en 2007 par Martin Wallace. Et on a eu droit à des rééditions, si on veut, 2 rééditions, donc Lancashire et Brass Birmingham. Donc, je n'ai pas mis Birmingham dans mon top pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore fait de partie complète du jeu. J'entends beaucoup de commentaires comme quoi... tout dépendant à qui on demande la question, plusieurs trouvent que Birmingham vient régler des problèmes qu'il y aurait avec Lancashire. Personnellement, Brass Lancashire est un jeu que j'aime énormément. Il est en position numéro 10 dans mon top 100, c'est peu dire. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée d'environ 60 à 120 minutes. C'est étonnant à quel point les parties peuvent être rapides. Le jeu est tellement beau. J'aime le look un peu cendré du jeu avec la thématique et tout ça. Il me semble que ça fait du sens. J'aime les mécanismes de jeu. J'aime la satisfaction qu'on peut retirer du jeu aussi en fin de partie lorsqu'on regarde ce qu'on a bâti. On commence avec rien et tous les joueurs peuvent s'en aller dans des directions différentes. Et au terme de la partie, on regarde un peu notre empire qui s'est déployé, qui s'est développé et c'est satisfaisant. On voit aussi que tout le monde peut avoir pris des avenues différentes. J'aime le fait que on peut en cours de partie bénéficier du placement des autres. Alors on peut utiliser le port des autres pour retourner certaines de nos industries. On peut utiliser les ressources que j'ai placées ou que les autres ont mis en jeu sur le plateau pour améliorer ou pour construire des bâtiments. Ça c'est génial avec par le biais des routes aussi, des réseaux ferroviaires. J'aime le fait que notre plateau individuel pour tous les joueurs va contenir les mêmes tuiles, les mêmes éléments, mais en cours de partie, on ne va pas nécessairement faire les mêmes choix, on ne va pas se concentrer sur les mêmes choses et chaque type de bâtiment va nous procurer quelque chose de différent, soit de la production de ressources, ici le fer ou le charbon, ou pour ce qui est des ports, des trucs de navigation et c'est-tu des industries de coton? Je me souviens pas. On va avoir différentes possibilités de faire des points dans différentes circonstances. On va avoir la possibilité de les construire, oui, mais il y a l'action aussi upgrade, amélioration, qui va nous permettre de retirer des tuiles de notre plateau parce que plus on grimpe dans notre plateau, plus les tuiles vont nous rapporter de points, plus elles vont être intéressantes, avantageuses. Comme je le disais, j'aime le fait aussi que on peut avoir de grandes interactions, on peut couper l'herbe sous le pied de nos adversaires. J'aime le fait que le tour de jeu va être déterminé par les joueurs, par les dépenses d'argent que les joueurs vont avoir fait en cours de partie. Bref,
J'aime pas mal tout du jeu, c'est pourquoi je le mets en position numéro 10. En position numéro 9, on retrouve Robinson Crusoe. Alors je sais, il y a eu plusieurs rééditions du jeu. La boîte qui apparaît présentement à l'écran, ce n'est pas la boîte que je possède. C'est une édition qui est sortie dans les dernières années, mais le jeu initialement nous vient de 2012 de Monsieur Ignacy Trzewiczek. Oui, c'est bien ça. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée de 60 à 120 minutes. Honnêtement, les parties que j'ai faites ont toutes, sans exception, dépassé la barre des 120 minutes. Sauf peut-être si on est mort très rapidement. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est un jeu coopératif. Et le principe est plutôt simple. On va être largué sur une île déserte contre notre volonté après avoir fait un naufrage. Et on va devoir faire différentes choses sur l'île, tout dépendant du scénario qu'on va choisir. Alors, le jeu de base vient avec plusieurs scénarios qui vont ajouter des mécanismes de jeu, qui vont ajouter des restrictions, qui vont ajouter peut-être des interactions qu'on va pouvoir faire avec le matériel ou des objectifs, des conditions de fin de partie, de victoire ou de défaite différentes aussi. Ça, c'est très, très, très intéressant, cette idée de scénario-là, qui vont vraiment changer l'issue de chaque partie. Et même si vous faites 4 parties du premier scénario des naufragés, je vous garantis que vos expériences seront toutes différentes et vous allez susciter de cette façon des souvenirs, des moments qui resteront gravés dans votre mémoire pendant des années. Robinson Crusoe, c'est un jeu qui crée des histoires, des souvenirs. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. C'est pour ça que je vais condenser le tout. J'aime beaucoup l'aspect coopératif dans Robinson Crusoe. Et aussi une chose que j'apprécie, et ça, ce n'est pas le cas dans tous les jeux, c'est l'aspect aléatoire. C'est un jeu d'exploration, de gestion de risque aussi, de prise de risque parfois. Et il y a beaucoup d'éléments aléatoires dans le jeu. Lorsqu'on décide d'aller chasser, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur un perroquet ou on va tomber sur un tigre? En fait, c'est la réalité, là. Tout dépendant où on va chasser, à quel moment, on ne sait pas sur quel animal on va tomber. Les événements aussi, je décide d'aller faire de la cueillette en forêt. Bon, ok, je suis sur une île sauvage et apparemment, à première vue, déserte. Je ne suis pas un survivaliste. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver plein de choses. Donc, les paquets qu'on voit dans le bas ici du plateau, ce sont des événements qui peuvent arriver, qui peuvent être bénéfiques ou qui peuvent être fortement négatifs. Il y a les cartes événements aussi qu'on va dévoiler à certains moments durant la partie. Un mécanisme de jeu que j'aime énormément dans Robinson Crusoe, c'est lorsqu'on a des cartes qui nous donnent une espèce d'aperçu de ce qui va arriver plus tard. Par exemple, on pourrait parler de, j'invente n'importe quoi, là, d'une carte où on voit des nuages à l'horizon et le vent se lève et heureusement pour nous, à cause des bourrasques de vent, il y a des bananes qui tombent, des bananiers et on a accès à un petit peu de nourriture. Par contre, la carte qu'on va avoir, on doit la remettre dans le paquet et lorsqu'elle va réapparaître, la tempête va être arrivée et là, ça va être quelque chose de très négatif qui va survenir. Ou par exemple, on tombe sur du bois sec, du bois mort, et on décide de l'utiliser pour construire un abri. Très bien, alors ça nous donne un abri temporairement. On remélange la carte dans le paquet, mais lorsque la carte va ressortir plus tard, le bois mort ou le bois moisi va avoir dépéri et l'abri va s'effondrer, va causer des blessures ou va causer des dégâts. Alors, ce mécanisme de jeu-là, je le trouve complètement génial. C'est immersif, sans bon sens. Robinson Crusoe, j'aime la gestion de ressources, la gestion de risques, tous les objets aussi qu'on peut construire, la gestion, comme je le disais, des scénarios. C'est vraiment, vraiment génial, Robinson Crusoe, les pouvoirs de chaque personnage. Moi, j'ai des souvenirs de ce jeu-là. Je me souviens de mon ami Stéphane. On était au bord de la victoire avec notre pile de bois prêt à faire un signal de détresse au bateau qui approchait de l'île et Stéphane était rongé par la gangrène,
par la lèpre, par le scorbut, n'importe quelle maladie qu'il avait attrapée sur l'île, et on avait gagné in extremis. C'est des histoires que vous allez créer dans ce jeu-là. Vraiment, Robinson Crusoe mérite la 9e place de mon top. En 8e place, je suis convaincu de surprendre tout le monde qui m'écoute. Un jeu que j'aime énormément et dont je ne parle probablement pas assez, mais qui est en 8e place dans mon top 100, c'est Endeavor Age of Sail, un jeu de 2018, donc une réédition, quand même beaucoup de rééditions dans mon top 10. Un jeu pour 2 à 5 joueurs, durée de 60 à 90 minutes, et ça, c'est hyper réaliste. Des parties à 5 joueurs de 90 minutes, ça se fait très, très bien. Un jeu qui n'est pas particulièrement complexe ou lourd, mais qui a tellement de qualité. Premièrement, le jeu est magnifique. Les composantes sont belles. Le thermoformage dans la boîte est utile aussi. Tout est bien rangé, tout a sa place. Le jeu est beau. Déjà là, un bon point supplémentaire, mais c'est pas assez là, pour se hisser dans mon top 10. Le jeu est satisfaisant, le jeu est rapide, le jeu est simple dans sa compréhension des règles. Les règles s'expliquent bien, rapidement, mais lorsqu'on se lance en cours de partie, j'aime le sentiment de dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je me concentre cette fois-ci? Sur quoi les autres vont se concentrer? Et ça va influencer aussi les choix que je vais faire. Comment les joueurs vont se déployer sur la carte? Quels sont les territoires qu'ils vont conquérir avant moi? Quels sont les bâtiments que je vais construire avant eux? Est-ce que je vais me concentrer sur le recrutement d'ouvriers, sur le revenu, sur la défense, sur les cartes d'attaque? Pas les cartes d'attaque, plutôt les bâtiments d'attaque. Donc, c'est des petites stratégies, des petits éléments de jeu qu'on va venir ajouter à notre plateau, à notre expérience, mais qui vont changer radicalement l'expérience. J'aime vraiment le fait que je peux jouer plusieurs parties d'Endeavor et avoir le sentiment de faire quelque chose de différent à chaque fois. Puis pour bonifier ça, dans la version Age of Sail, on va avoir comment ça s'appelle déjà? Les exploits. Alors, il y a près d'une dizaine d'exploits, je crois, qui sont des cartes un peu comme des scénarios, si on veut, qui vont ajouter des nouvelles actions ou qui vont tout simplement ajouter un deuxième choix à une action déjà existante, qui peuvent ajouter des composantes de jeu. C'est pas une campagne, c'est pas quelque chose de legacy, c'est tout simplement pour bonifier votre expérience. Vous avez joué une dizaine de parties de jeu de base, vous voulez ajouter du piquant à vos prochaines parties, vous piochez au hasard une carte exploit, et là on va avoir 3 ou 4 nouvelles règles ou nouvelles contraintes ou nouvelles possibilités qu'on va ajouter, et vous avez près d'une dizaine, je crois, de cartes comme ça. C'est génial pour ajouter de la rejouabilité, de la variabilité aussi. J'aime le fait, encore une fois, que à chaque partie, on peut se concentrer sur quelque chose de différent. Bon, en fait, le jeu est simple. On a notre plateau personnel, comme on voit ici, et on a l'ordre de jeu qui est indiqué à la gauche, et c'est tout simplement de suivre notre plateau de joueurs. Donc, au début de notre tour, tout le monde simultanément, il y a beaucoup de phases qui se font simultanément, donc le jeu est plus rapide pour ça. On va construire un bâtiment. Et on va avoir, là je ne l'ai pas sous les yeux malheureusement, il y a un petit insert qui est vraiment bien fait avec tous les bâtiments qui sont à l'intérieur, vraiment super. Et là, selon mon niveau de construction, ça va montrer quel bâtiment je peux aller récupérer. Et là, il y a des bâtiments qui sont en petit nombre, qui sont limités, donc il peut y avoir une course au bâtiment parmi tous les joueurs. Après ça, on va pouvoir recruter, donc plus on avance sur cette piste, plus on va pouvoir recruter de nouveaux personnages. Il y a le revenu aussi, il y a les points de défense, parce qu'on peut être menacé à certains moments donnés aussi. Les bâtiments qu'on va déployer, c'est pas vraiment de la défense, je pense que c'est de la noblesse, je me souviens plus exactement. Bref, ça impacte le nombre de cartes qu'on va pouvoir conserver sur notre plateau de jeu. Les bâtiments qu'on va récupérer vont nous donner des avantages passifs ou des emplacements où on va pouvoir effectuer des actions. Donc, nos ouvriers qu'on a précédemment recrutés, on va pouvoir les envoyer dans ces emplacements. Et à la fin de chaque manche, on va pouvoir en
récupérer, mais il y en a qui vont rester là aussi. Beaucoup d'interactions sur le plateau pour la prise de contrôle des territoires, contrôle de majorité. On va pouvoir envoyer des boulets de canon sur les autres pour prendre leur forteresse d'assaut. Vraiment, vraiment un excellent jeu. J'ai envie d'y jouer maintenant. Si tu as envie de faire une partie avec moi, écris-moi-le dans les commentaires. Je pourrais facilement parler une trentaine de minutes sur chacun des titres que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pourquoi je vais essayer d'accélérer la cadence. Mais c'est difficile pour moi. C'est tous des jeux que j'aime énormément. En position numéro 7, Feu d'Homme, un jeu de 2017, 2 à 5 joueurs, durée de, je dirais facilement 1h30 à 3h, soyons réalistes. Un jeu très complexe, énormément de possibilités, qui est magnifique et qui prend énormément de place sur une table de jeu, il faut le dire. Tellement de choses dans Feu d'Homme. Premièrement, il est beau, il est majestueux. On met ça sur une table dans une convention. Les joueurs qui passent à côté n'ont pas le choix, je vous le garantis, d'arrêter de regarder ce qui est en train de se passer. Et seulement en regardant le plateau, on a l'impression, on sait qu'il y a quelque chose d'épique qui est en train de se produire. Principe de jeu assez simple. On a tous les mêmes cartes en main. Tous les joueurs ont les mêmes cartes en main. Il y en a 11, je crois. Et à notre tour, on va en récupérer, je crois, 4 qu'on va garder. Et ce sera les 4 actions, les 4 cartes qu'on va mettre en jeu. On pourra choisir l'ordre, par contre, dans lequel on va les jouer. À mon tour, je vais jouer une carte et on va faire le tour de la table ainsi en résolvant les actions. Beaucoup d'actions possibles quand même si on a 11 cartes, c'est un potentiel de 11 actions, sauf qu'on a des cartes guildes aussi. Les cartes guildes nous permettent d'interagir avec les 6 guildes qui sont autour du plateau. 6 guildes qui sont un peu comme des mini-jeux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer certains avantages, certains bénéfices dans ces guildes de façon différente. On va pouvoir interagir avec elles de façon différente. Et ce n'est pas tout, parce que chaque guilde interagit, est interconnectée également avec les 2 guildes qui lui sont adjacentes. Elles vont toutes reposer les unes sur les autres. Immensément d'interactions. C'est comme une seconde ou une troisième couche de profondeur ici. On va avoir des joueurs qui vont contrôler ou qui vont être à la tête, si on veut, qui vont avoir une plus grande influence dans les guildes. On va pouvoir évidemment se déployer sur le plateau, avoir des dés qui ne seront jamais lancés, qui vont simplement représenter le type de personnage que ça incarne. On va avoir des dirigeants de certaines cités, des serfs aussi, des monstres qu'on peut recruter ou avoir accès. On va avoir des moyens de transport pour se déployer dans certaines zones inaccessibles. Il y a une tonne de choses, plein de bâtiments qu'on va pouvoir construire, qu'on va pouvoir améliorer, des ressources qu'on va pouvoir récupérer aussi, des fiefs qu'on pourra construire, bref. Vraiment beaucoup de choses. C'est un jeu qui est long, c'est un jeu qui demande un investissement de temps et d'énergie. C'est un jeu qui va vous faire saigner du nez et peut-être même du cerveau, mais c'est un jeu tellement bon. Feu d'Homme, position numéro 7. C'est un jeu auquel je ne joue pas très souvent à cause de sa complexité et de sa durée. Par contre, chaque partie est mémorable. En position numéro 6, un jeu de l'un de mes auteurs favoris, Alexander Pfister. Je vous parle de Maracaibo, un jeu de 2019 que je surveillais énormément dans les mois précédant sa sortie. Et dans le top 100 des jeux de Board Game Geek, on le retrouve quand même en 40e place. Il est en 6e place dans mon top. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes. Bon, 30 minutes, là, j'ai de la misère à le croire. Même en solo, là, en bas de la barre des 45-50 minutes, j'ai de la difficulté. Mais bon, un jeu qui est tout de même plutôt complexe. Et ce que j'aime énormément dans Maracaibo, c'est la campagne. Alexander Pfister a commencé avec Maracaibo, je crois d'ailleurs, un principe de campagne dans ses jeux évolutive sans être legacy au sens de altérer le matériel, jeter les cartes à la déchiqueteuse et brûler la boîte. Là. On n'est pas là avec Alexander Pfister. On n'a pas d'autocollant, on n'a rien à modifier avec un marqueur aussi.
On a des tuiles tout simplement qu'on va ajouter. Il a fait un peu le même principe avec un de ses jeux récents, Cloud Age. Alors la campagne ici, vraiment intéressante. On va avoir la possibilité de jouer en mode standard aussi. On va avoir des tuiles qui vont être disposées de façon un peu aléatoire ici et là. Et ça va nous faire une disposition pour notre partie en cours. Par contre, la campagne, c'est vraiment ce qui est intéressant. On va avoir des choix à faire, des lieux qu'on va découvrir, peut-être des endroits qui ne seront plus accessibles, des personnages qu'on va ajouter dans notre paquet ou dans notre main, des possibilités qu'on va découvrir en cours de partie. Rien qui va vraiment ajouter énormément de nouvelles règles, tout simplement des nouvelles possibilités, de la variabilité d'une partie à l'autre. Donc la campagne, c'est le gros point fort de Maracaibo, selon moi. On n'est même pas obligé, ça c'est encore plus génial, on n'est même pas obligé de jouer la campagne toujours avec les mêmes personnes, parce que c'est des parties qui sont dissociées les unes des autres. Donc si je décide, comme moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire les 4 premières parties, je pense, ou les 5 premières parties en solitaire. Et après ça, ben, j'ai invité des personnes à jouer. On a joué à 4 et on a continué la campagne. Où est-ce que j'étais rendu? J'ai simplement expliqué un peu l'histoire, mais ça n'avait vraiment pas d'impact. Donc, maintenant, ce serait le fun que je parle un peu du principe du jeu. Donc, on va avoir des archipels. Je ne sais pas si on les voit d'un peu plus près à quelque part. Des archipels ici qui représentent une espèce de parcours et à notre tour, on va pouvoir prendre notre petit bateau et progresser d'un certain nombre de cases et on va effectuer l'action de la case où on termine notre course. Évidemment, dans ces différents lieux, beaucoup d'actions différentes qu'on va pouvoir rencontrer. Les tuiles qui y sont placées peuvent varier d'une partie à l'autre, mais ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les cartes multi-usages qu'on peut utiliser pour plein de choses. On peut les utiliser pour leurs ressources, pour leur équipement, on peut les construire devant nous aussi, peuvent nous donner des jetons spéciaux, peuvent nous donner des avantages passifs, peuvent nous donner des avantages lors des situations de combat, peuvent nous donner du revenu, peuvent nous donner la possibilité de déployer des petits associés sur le plateau et lorsqu'on va leur rendre visite, vont nous donner des avantages, peuvent nous donner des points de victoire, une tonne de choses. Il y a un principe, un système de combat qui est génial aussi, qui n'est pas entre les joueurs, mais qui est contre les 3 dynasties, si on veut, les 3 pays qu'on retrouve dans cet univers vraiment génial. Ajoutez à ça un plateau de jeu personnel qu'on peut personnaliser. On va pouvoir, par exemple, en cours de partie, déposer ces petits disques à différents endroits et lorsqu'on fait cela, eh bien, on dévoile un nouvel emplacement sur notre plateau, ou je ne sais plus si c'est l'inverse, si c'est lorsqu'on ajoute un cylindre qu'on débloque l'avantage, un des deux, mais bref, on va pouvoir donc ajouter des avantages comme justement la distance à laquelle on va pouvoir se déplacer, des avantages en cours de combat, le nombre de... En fait, on voit toutes sortes de possibilités là, ici et là. Mais bon, j'ai déjà assez parlé de Maracaibo comme ça, vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Alexander Pfister, je surveille tout ce que tu fais. Le prochain jeu dont je vous parle s'appelle Food Chain Magnate, en position numéro 5, un jeu de 2015, 2 à 5 joueurs, 2 heures à 4 heures, je dirais, pour les parties. Un jeu tout de même assez complexe, et ne me demandez même pas de nommer le nom des auteurs de ce chef-d'œuvre. Alors, mes amis européens, peut-être que vous ne me trouverez pas drôle de parler de ce titre, puisque je crois que de votre côté de l'Atlantique, c'est un jeu qui est plutôt difficile à trouver en France, puisqu'il n'est pas imprimé en français. En fait, il est disponible en anglais et en allemand, si je me souviens bien. Un jeu qui, abordons tout de suite l'éléphant, plutôt dans la pièce, qui n'est pas très attirant visuellement. Surtout le plateau de jeu, parce que les cartes, je les trouve très belles, du moins thématiques. Mais le plateau, qui représente une ville ici, là, si c'est pas assez clair pour vous, là, c'est laid, là. On dirait un prototype. On dirait un jeu qui n'est pas terminé. Quoique les tuiles sont d'une bonne épaisseur, là, il faut le dire. La qualité matérielle est correcte, mais le look, visuellement, c'est pas attirant, là. On compare ça à Feu d'Homme tantôt, là, vous jouez à ça dans une convention, les gens vont passer à côté de vous, ils vont penser que vous jouez à un prototype, un jeu qui a été
imprimé sur des boîtes de céréales. Alors, mais bon, ceci étant dit, c'est toute une aventure, c'est épique. C'est vraiment, vraiment toute une partie. Alors, vous incarnez les PDG, les CEO, les chefs présidents de chaînes de restauration et peut-être multinationales en devenir dans une grande ville. Par contre, vous êtes tous les joueurs compétiteurs directs les uns des autres, donc on voudra certainement se couper l'herbe sous le pied, être la chaîne de restauration qui se démarque le plus par son équipe, par son rendement, par sa publicité, par ses prix, par ses offres, par différentes choses, par ses peut-être plusieurs succursales dans différents coins en vogue de la ville. Donc vraiment un jeu où l'interaction va être cruciale. Mais pas seulement ça, là. On n'a pas seulement à gérer là, la pizza, puis les burgers, puis la liqueur et la limonade, ou la bière même. On est dans les années, peut-être les années 60 ou 40 dans ce jeu-là. En fait, vous allez surtout avoir besoin de gérer votre équipe. Alors, il y a beaucoup de cartes qui représentent les différents personnages que vous allez pouvoir recruter en cours de partie. Et détrompez-vous, on ne va pas recruter tout le monde. Vous devrez faire des choix et vos choix devront être stratégiques. On va pouvoir recruter des serveuses, on va pouvoir recruter des gens qui vont faire des commissions, qui vont s'occuper du marketing, de la publicité, qui vont travailler dans les cuisines. Vous allez pouvoir les entraîner. Donc, chaque ouvrier va avoir des débouchés professionnels, parfois linéaires, parfois avec des embranchements. Donc, la personne que vous entraînez, que vous engagez pour aller travailler en cuisine au départ, ben, pas encore spécialisé, mais vous pourrez peut-être lui donner un entraînement spécialisé pour qu'elle devienne un chef ou un cuistot, soit en pizza ou en burger. Votre serveuse, non, la serveuse c'est un mauvais exemple, je pense qu'elle ne peut être entraînée en rien du tout, mais on voit ici que chaque ouvrier peut avoir 3 débouchés différents. Ici, notre junior vice-président peut avoir 5 débouchés différents. Donc, chaque partie va être radicalement différente parce que chacun de ces personnages-là peut être interrelié, oui, avec les autres personnages, mais en plus avec des milestones qui représentent des accomplissements que vous allez pouvoir réussir en cours de partie qui vont vous donner accès à soit des bonus gigantesques ou à des équipements qui vont vous donner des avantages notables sur vos adversaires. Ajoutez à ça la gestion de l'argent, la gestion des prix, la gestion de l'offre et de la demande, la proximité de votre restaurant en lien avec les maisons qui sont sur la carte que vous savez qui vont sortir à l'heure du souper pour aller chercher la nourriture. Est-ce qu'ils vont passer à votre restaurant puisqu'il est plus près? Mais si les prix sont plus hauts, peut-être qu'ils vont décider de faire un petit peu plus de route, les futurs clients, pour aller dans un autre restaurant où les prix sont plus bas. Plein de choses à gérer. Vous allez pouvoir ouvrir des nouvelles succursales, vous allez pouvoir faire de la publicité par la radio, des banderoles dans le ciel, des panneaux publicitaires, énormément de choses à faire, à penser et à mettre en place. C'est un jeu qui ne pardonne pas, c'est un jeu qui va peut-être je dirais, vous le faire détester. Le jeu, parfois, on y joue et seulement en le jouant, soit on adore et on en veut plus, ou on est convaincu qu'on n'aime pas le jeu pour différentes raisons et c'est correct. Mais de mon côté, je le mets en position numéro 5. En position numéro 4, Too Many Bones, un jeu de 2017 pour 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, peut-être un peu plus que ça. Un jeu tout de même assez complexe de Chip Theory Games. Un jeu coopératif avec la qualité de composante hors de ce monde, complètement hallucinant, comme on est habitué de voir avec Chip Theory Games. Un jeu qui est en position 39 tout de même dans le top 100 des jeux sur Board Game Geek. Et Too Many Bones est un jeu stratégique et tactique, je dirais. Un jeu de personnalisation de notre personnage aussi. Un jeu coopératif. En début de partie, chaque joueur va se voir assigner un personnage où vous allez pouvoir en récupérer un de votre choix. Chaque personnage va être
radicalement différents les uns des autres. On va avoir vraiment une asymétrie unique. On va avoir des dés qu'on va pouvoir débloquer. Il va même avoir un petit plateau avec ses propres dés personnels qui représentent des aptitudes ou des munitions particulières ou des compétences qu'on pourra décider ou non de déployer ou de débloquer en cours de partie avec ce petit arbre de compétences. Donc déjà là, la gestion de votre personnage est comme un mini-jeu en soi. Dans quelle direction vous allez aller? Chaque personnage va avoir là, des capacités ou des avantages comme Boomer qui peut faire du dégât sur plusieurs tuiles en même temps ou plusieurs espaces en même temps. On peut avoir Patches qui va être un peu comme un personnage de support qui va pouvoir guérir les autres. Pickett qui est un tank si on veut, qui peut prendre beaucoup de dégâts. Bref, plein de personnages différents. Il y a plusieurs petites boîtes de modules qui introduisent des nouveaux personnages. Donc, la seule gestion de personnage, déjà là, c'est super satisfaisant. Ajoutez à cela des boss qu'on va devoir affronter qui vont mettre en jeu des créatures particulières qui vont avoir des compétences qui vont leur être propres, des événements qu'on va devoir rencontrer à chaque tour qui parfois vont débloquer sur plusieurs possibilités, qui peuvent nous donner de l'entraînement, qui peuvent nous donner des situations de combat aussi, qui peuvent nous donner des équipements. Les situations de combat vont être gérées sur le petit plateau ici qui est un tapis de néoprène avec différentes créatures et c'est là que l'aspect tactique, stratégique va entrer en jeu avec la communication entre les joueurs, le placement, la distance, la gestion de nos aptitudes, l'ordre de tour. C'est vraiment, vraiment génial. On a ici justement un bon exemple d'une partie à 4 joueurs contre plusieurs créatures ici, l'ordre de tour. Vraiment, vraiment un jeu qui va forcer les joueurs et je pense que ça, c'est un des éléments les plus géniaux, je trouve, qui va forcer les joueurs à communiquer entre eux, à regarder la situation dans laquelle ils sont empêtrés et essayer de trouver des issues, communiquer entre eux, échanger au sujet des capacités qu'ils ont. OK, moi, je suis capable de déplacer ce personnage-là. Ah ben, si toi, tu le déplaces, moi, à partir de ce moment-là, il serait dans ma mire de tir, je pourrais être capable de l'attaquer à distance et peut-être de l'immobiliser en plus. Donc, cette communication-là entre les joueurs, la gestion des possibilités, des aptitudes, des compétences qu'ils vont avoir débloquées. C'est sûr que du hasard, on va lancer des dés qui souvent vont représenter des échecs. Mais bon, c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Too Many Bones. À chaque fois que j'y joue, je veux incarner un personnage différent, je veux affronter un boss différent, je veux me concentrer sur quelque chose de différent. Vraiment un jeu exceptionnel. On y est, le top 3, et on commence ça avec, en position numéro 3, Teotihuacan, la cité des dieux, un jeu de 2018 qui se retrouve aussi dans le top 100 des meilleurs jeux selon Board Game Geek. 1 à 4 joueurs, durée d'environ 1h30 à 2h, un jeu qui est proposé par M. Daniel Tacchini, et c'est un jeu pour lequel je possède absolument toutes les extensions qui sont sortis en date d'aujourd'hui. Et ça, c'est très, très rare que je cours après toutes les extensions d'un jeu. En fait, je crois que c'est le seul jeu de ma collection qui est dans cette situation-là. Je veux tout sur Teotihuacan. C'est un jeu que j'apprécie énormément. Premièrement, j'aime le look du jeu, j'aime la thématique, mais les mécanismes. Les mécanismes sont... Il y a des trucs originaux. Il y a des trucs très originaux, mais je trouve que tout fait du sens. Je trouve que ça coule bien. Je trouve que c'est un casse-tête intéressant. On a ici le plateau de jeu principal et on va avoir des dés qui vont être d'une couleur précise. Donc, si moi je suis le joueur bleu, j'ai les dés bleus. Et la valeur de ces dés représente un peu comme la maturité ou l'expérience que nos personnages vont acquérir en cours de partie. Mais aussi, plus ils auront de compétences et de maturité, plus leurs actions pourront être puissantes. Et les différents lieux
qui sont représentés par ces tuiles, représentent une espèce de rondelle, une espèce de piste sur lesquelles nos personnages vont pouvoir progresser. Et à notre tour, on va prendre un personnage qui va se trouver sur l'un de ces lieux et on va le déplacer en suivant le sens imposé sur un autre lieu. Et le lieu sur lequel il va terminer sa course, eh bien, c'est tout simplement le lieu qu'on va activer. Par contre, dans certains de ces lieux, deux variables sont importantes. Parfois, ce sera le nombre de dés de notre couleur qui s'y trouve. Par exemple, ici, on voit que si on a un seul dé, eh bien, on peut avoir les récompenses qui sont là. Si on en a deux, ce ne sera pas les mêmes. Si on en a trois, ce ne sera pas les mêmes. Donc, on a ça sous forme de rangée, comme ça, si on a un seul dé, si on en a deux ou si on en a trois. Mais ensuite, la plus petite valeur parmi les dés qui s'y trouvent va également statuer quelles seront les ressources qu'on va pouvoir récupérer. Donc, si j'ai 3 dés, que j'ai 2 dés de valeur 5 et que j'en ai un de valeur 2, eh bien, je vais devoir aller dans cette rangée, puisque la valeur la plus petite que j'ai, c'est 2, et j'ai 3 dés, donc je vais pouvoir récupérer les ressources qui sont ici. Donc, juste ça, juste la gestion de l'accumulation des dés dans certains emplacements, mais aussi la valeur de ces dés va être géniale. Ça, c'est surtout pour la production des ressources. Mais on a aussi des emplacements qui vont nous permettre de créer des bâtiments, si on veut, récupérer certaines tuiles, récupérer des masques aussi, faire une espèce de set collection, une collection d'ensemble. On va avoir des lieux qui vont nous permettre de construire des petites maisons, des sanctuaires, je crois. On va pouvoir grimper sur les pistes des différentes divinités pour récupérer des bénéfices et des petites tuiles avantages. On va pouvoir aussi, ultimement, construire la pyramide. Alors, en construisant la pyramide, l'emplacement des tuiles qu'on va placer aura énormément d'importance. Lorsqu'on va réussir à agencer des symboles identiques, on va pouvoir aussi décorer la pyramide grâce à ces petites tuiles qui représentent aussi une des actions qu'on va pouvoir retrouver sur le plateau. Il y a des emplacements qui nous demandent de verrouiller nos dés. Lorsque notre dé va atteindre un niveau d'expérience ou de maturité de 6, il va alors transcender, un peu comme s'il allait mourir. On va donc l'envoyer dans le lieu qu'on voit juste ici. On va pouvoir récupérer un avantage immédiat et le dé va revenir de valeur 1, représentant un peu comme la réincarnation, si on veut, ou tout simplement le recrutement d'un nouveau personnage qui est parti pour tout simplement une nouvelle aventure. Alors, beaucoup de choses qui sont interreliés entre eux. Le déploiement sur la piste aussi est très satisfaisant. Je me suis promis que je n'allais pas parler des extensions, mais je vais quand même en glisser un petit mot. Les extensions viennent ajouter tellement de nouvelles choses, tellement de couches, de profondeur, des nouvelles possibilités, plein de choses. Je crois qu'il en existe 3 jusqu'à présent, des extensions de ce jeu. Je les ai toutes et ça ne rentre plus dans la boîte, malheureusement. La boîte déborde, mais c'est un jeu qui est tellement intéressant, tellement satisfaisant. J'aime vraiment ce jeu-là. Chaque partie représente pour moi un nouveau casse-tête, quelque chose de très satisfaisant. C'est pas des mécanismes exceptionnels hors de ce monde, mais ça coule bien. J'aime beaucoup Teotihuacan. En position numéro 2, un jeu de 2015, Trickerion, ou Trickerion en anglais. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, 60 à 180 minutes, donc 1 heure à près de 3 heures. Un jeu qui est tout de même plutôt complexe. Il existe aussi des extensions pour ce jeu, mais je vais vous parler surtout du jeu de base. Thématique déjà là enlevante. On incarne des magiciens. Mais ici, pas des magiciens comme des mages ou des sorciers, vraiment comme des magiciens à une époque un peu victorienne. Et des illusionnistes, des experts de l'évasion,
il y a les illusionnistes, les experts de l'évasion, il y a des magiciens qui sont experts aussi dans les tours mécaniques, les illusions aussi, les apparitions. Donc, il y a plusieurs branches de magie qui peuvent nous donner des directions en début de partie selon le personnage qu'on va récupérer. Donc, on a chacun des personnages qui ont des spécialités. Et vous voyez ici, c'est un jeu qui prend énormément, énormément de place. Toutefois, je crois qu'on a ici le plateau de l'une des extensions. Alors, retirez ça et ça vous donne tout de même un aperçu. Vous noterez que le plateau principal prend pratiquement autant de place que les plateaux individuels de chaque joueur. Alors, dans Trickery On, on incarne un magicien et son équipe et on va devoir préparer une tournée, des présentations, des spectacles sur nos tours qu'on a appris, qu'on a préparé, qu'on a récupéré le matériel, qu'on a pratiqué et dont on fait la prestation. C'est un jeu aussi où on aura de la planification. Simultanément, les joueurs vont récupérer les cartes de lieux qu'ils ont en main et vont les placer face cachée sur leur plateau ici, vis-à-vis leurs différents personnages qui ont aussi des capacités et des spécialités, disons-le ainsi. Et lorsque c'est fait pour tout le monde, on va dévoiler ces cartes. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir que, oh, ton magicien s'en va au marché, ça tombe bien parce que de mon côté, j'ai seulement envoyé mon assistant, tu y vas avant moi, donc ça ne me dérange pas trop. Donc, la phase de planification va être cruciale, mais aussi selon où on va envoyer nos ouvriers. Parce que, comme je le disais, ils ont parfois des spécialités. Avant de vous parler du théâtre, je vous parle de certains autres lieux. On a ici le marché. Donc, pour effectuer l'un de nos tours, qui sont représentés par des cartes, on va devoir avoir accès à des ressources. Donc, on va récupérer bien souvent ces ressources-là au marché. On a des ressources qui sont disponibles immédiatement. On a des ressources aussi qui peuvent être commandées, donc qui vont apparaître lors d'un prochain tour et on peut faire on peut faire une commande rapide de certaines ressources ou outils. Donc, ça représente des actions différentes et la petite éclair représente l'énergie. Donc, les ouvriers que vous allez envoyer, selon son type, selon leur performance, vont avoir des énergies différentes qu'on peut quand même altérer de différentes façons. On peut aussi aller au centre-ville pour aller apprendre de nouveaux tours, aller récupérer de l'argent, recruter de nouveaux personnages aussi. Personnages qui vont s'ajouter à notre plateau, qui représentent d'immenses tuiles. On va donc avoir des assistants supplémentaires qui peuvent... ça peut être des assistantes qui vont nous assister lors de la prestation. Ça peut être des ingénieurs aussi qui sont experts dans la préparation du tour, dans la pratique, si on veut. On peut aller aussi, si on joue avec la version complète du jeu, dans l'allée sombre. Alors, dans l'allée sombre, on peut visualiser les événements dans la boule de cristal qui vont affecter tous les joueurs lors des prochains tours, mais on peut surtout aller récupérer des nouvelles cartes de lieux d'utilisation uniques qui vont nous donner, en plus d'avoir la possibilité de visiter un lieu, qui vont nous donner un bonus ou une nouvelle possibilité, une nouvelle action dans ce lieu. Et ultimement, ce qu'on voudra faire, eh bien, c'est nous rendre au théâtre. D'abord pour préparer notre tour, puis pour en faire la performance devant le public. Mais l'heure ou la journée de notre performance va avoir un impact parce qu'il y a des journées où l'audience est plutôt moindre. On aura des journées où l'audience sera pleine, donc la salle comble. Mais encore une fois, l'ordre de prestation va être important. On va avoir des théâtres différents aussi et parfois, on va faire nos prestations et on va pouvoir faire une apparition spéciale dans le spectacle de quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'on prépare un tour ou lorsqu'on le présente, on va placer nos petites tuiles du tour en question
comme on voit ici, sur les cartes de théâtre. Et lorsqu'on réussit à faire connecter certains symboles, on va avoir des bonus et on va avoir un petit bénéfice lorsqu'un autre joueur va présenter son tour. Énormément de choses. On voit les bénéfices aussi des assistants qu'on a amenés avec nous pour préparer notre tour, qui peuvent donner différents avantages. Beaucoup de choses à prendre en considération dans Trickerion. C'est un jeu tellement satisfaisant, tout un casse-tête, la thématique est enlevante, c'est satisfaisant de choisir. On a littéralement un petit livret, comme on voit ici, comme un menu avec tous les tours du jeu. On n'est pas contraint de choisir un tour dans notre spécialité. On peut aller ailleurs. Il y en a vraiment tout plein qui vont nous donner là, différentes circonstances pour faire des points, qui vont nous demander différents ingrédients, ou pas vraiment des ingrédients, mais des outils ou des matériaux pour les préparer. Ce qui est vraiment génial en Trickerion, c'est que on n'a pas le choix d'y aller étape par étape. Bon, qu'est-ce que je veux faire dans 3 tours, par exemple? Je veux présenter ce tour-là un vendredi soir. OK, bon. Pour faire ça, qu'est-ce que je dois? On doit faire la démarche à reculons. On doit penser à qu'est-ce qu'on veut faire à la fin et après ça, qu'est-ce que je dois faire avant pour le réussir? Qu'est-ce que je dois faire avant? Quels ingrédients je dois aller chercher ou quels matériaux je dois aller chercher? Combien d'argent je vais avoir besoin pour aller faire ça? Est-ce que je vais devoir faire une commande spéciale? Combien de tours est-ce que ça va... Vous allez avoir le cerveau qui bouillonne, mais c'est tellement bon! Et maintenant, la première place. Et oui, c'est sans surprise que le jeu en position numéro 1 de mon top 100, c'est Cloudspire. Un jeu de 2019, 1 à 4 joueurs, durée de 1h30 à 3 heures facilement. Un jeu tout de même plutôt complexe de Chip Theory Games. Et c'est un jeu hautement asymétrique. Chaque joueur va incarner une faction, un peuple différent. Et quand je veux dire différent, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien en commun que les joueurs vont avoir devant eux. Ils vont avoir des unités différentes, des champions différents, des habiletés différentes aussi, vont avoir des tours différentes. D'ailleurs, ici, ce qu'on a sous les yeux, c'est le jeu de base, mais avec tout de même là, les petites tours imprimés en 3D, juste ici, là, qui sont add-on, un bonus, si on veut, au jeu. Là. Normalement, dans le jeu de base, ça, c'est pas là. Sinon, le reste, c'est exactement comme ça. Vont avoir aussi une petite base comme ceci. Je crois que j'avais une image un peu plus rapprochée de l'une d'entre elles. Donc ici, on a la base des Airs, je crois. Ah oui, avec les nids, donc les oiseaux. Donc cette base va avoir des lieux, des emplacements différents, hautement asymétriques, qui vont donner des avantages, qui pourront être débloqués de différentes façons, qui vont pouvoir être améliorés de différentes façons. Même les unités des personnages, des peuples ou des factions ne pourront pas nécessairement être améliorées de la même façon. On est vraiment dans de l'asymétrie profonde. Et on est dans un style de jeu un peu MOBA, si on veut, avec un aspect de tower defense, de défense de tour. On va avoir notre petite forteresse et on va devoir, à chaque tour, gérer des points de combat qui vont nous permettre de recruter certains personnages, des héros ou des tours. Et en fait, les tours, c'est pas la même chose. Des points de construction et on va pouvoir, des points de source plutôt, les faire déployer dans des vagues qui vont déferler vers notre forteresse ennemie. Mais là, ça, c'est seulement un des modes de jeu. On peut décider de jouer les uns contre les autres. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce jeu-là, oui, l'aspect compétitif, là, à 100%, mais aussi une campagne coopérative qu'on peut faire à plusieurs, campagne solo. Et moi, c'est vraiment dans la campagne solo que j'ai sombré lorsque j'ai reçu ce jeu. C'est exceptionnel, on a
du narratif, on a de l'histoire, on va incarner différents peuples, aussi des différentes factions qui vont avoir des interactions différentes les unes avec les autres. On va avoir des objectifs différents à chaque fois. Et même si je fais 30 parties avec la même faction, il y a des nouvelles interactions à avoir, il y a de l'exploration aussi à faire, des habiletés qui vont nous amener à nous creuser la tête. Ah, ce personnage-là, on ne peut jamais l'endommager si on est adjacent à celui-ci. Comment on va faire pour l'attaquer à distance? Bon, pour ce tour-ci, je vais recruter des personnages qui vont être plus lents et qui vont avoir une portée. Donc, on va pouvoir avancer tranquillement, ce qui va laisser le temps à l'ennemi d'avancer. On va pouvoir essayer de l'attaquer à distance. On va pouvoir aussi construire des tours, les améliorer. On va pouvoir essayer de récupérer des jetons exploration qui peuvent représenter des ennemis, mais qui peuvent aussi nous donner accès à des reliques ou à des mercenaires aussi. Énormément de choses. Je pourrais en parler. J'en ai déjà parlé. J'allais dire, je pourrais en parler pendant des heures. Je crois que j'en ai déjà parlé des heures de Cloudspire sur la chaîne. Si on prend toutes mes mentions éparpillées ici et là, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce jeu-là. C'est à voir. C'est vraiment, vraiment génial. La campagne, c'est satisfaisant. C'est tout un casse-tête. Si vous voulez un jeu d'un bon niveau de difficulté, et que vous cherchez un jeu de campagne que vous pouvez jouer en solo, là, Cloudspire, c'est tout un casse-tête. Mais en plus, vous pouvez jouer en mode coopératif. Mais en plus, vous pouvez jouer en mode compétitif les uns contre les autres. Mais en plus, vous pouvez y jouer en mode vague infinie. C'est-à-dire que vous jouez contre le jeu et que le jeu va générer des ennemis à l'infini qui vont déferler vers votre forteresse et votre défi sera de résister le plus longtemps possible et être capable d'essayer de battre votre score. En tout cas, il y a plusieurs modes de jeu. Ajoutez à ça les extensions de la dernière campagne Kickstarter qu'il y a eu. C'est vraiment, vraiment génial. C'est mon jeu favori. C'est le jeu par excellence avec ma personnalité, mes goûts, la satisfaction que j'en retire. C'est vraiment, vraiment génial. Je n'y joue pas souvent, mais lorsque j'y joue, c'est épique. Ça me fait tellement plaisir. Je trépigne d'excitation des heures à l'avance lorsque je sais que je vais y jouer. À chaque fois, j'essaie des nouvelles choses, j'aime découvrir le jeu. Je vous le dis, j'en parle en ce moment et je suis en amour complètement avec ce jeu. Alors, c'est mon jeu en position numéro 1 avec une large poussée d'avance là, sur tous les autres que j'ai mentionnés. Alors voilà, nous y sommes au dénouement, à la conclusion de cette péripétie, de cette mésaventure rocambolesque qu'était mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète, selon moi, JP de l'école du jeu. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître vos 10 jeux favoris, vos meilleurs jeux, les 10 jeux qui vous font sautiller et trépigner d'excitation à la seule idée d'y jouer ou seulement à la seule idée d'en parler à quelqu'un d'autre, à un autre passionné. Laissez-moi le savoir dans la section appropriée. Laissez-moi également un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce top 10, mais également la série de vidéos que je vous ai proposées. Et faites un tour également, s'il vous plaît. Considérez faire un tour sur notre page Patreon. C'est grâce aux gens qui nous supportent de cette façon que ces trois séries de top 100 de Vince, Sylvain et moi ont été rendues possibles. Alors, si ça vous intéresse de nous encourager d'une façon particulière, vous pouvez le faire. Je vais faire apparaître le lien à l'écran. Et je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Mais là, quand je vous dis à la prochaine, ça ne veut pas dire pour un autre top 100, parce que une fois en 6 ans, là, c'est assez.